Salut, salut à tous, ici Makian, la chaîne pour le survie. Alors là maintenant on va parler de la résilience culturelle. Alors c'est une vidéo que j'avais déjà faite, que je vais refaire parce que voilà, c'était parti un petit peu dans tous les sens. Il y avait des trucs que j'avais oublié de dire, d'autres sur lesquels je me suis répété. Enfin bref, la vidéo ne me convenait vraiment pas et vu que je suis quelqu'un d'assez casse-pied avec moi-même, j'ai voulu la refaire pour avoir une meilleure version, on va dire, de la vidéo et plus actuelle. Donc dans la résilience communautaire, forcément on va parler du communautarisme. Alors c'est Vic, je crois qu'il en a parlé en plus il n'y a pas très longtemps. Ça tombe bien parce que je vais justement la refaire incessamment sous peu et j'ai vu que lui il l'avait sorti il n'y a pas longtemps. Donc ça va peut-être permettre de faire un petit complément par rapport à moi, comment est-ce que je vois tout ça. Bon, déjà, qu'est-ce que le communautarisme? Grossièrement, moi, comment je le vois, c'est juste des gens de la même communauté. Donc, c'est-à-dire une communauté, ça peut être en rapport avec une origine commune, une culture commune, etc. Voilà, c'est vraiment une communauté. Ça peut être, là, par exemple, une communauté de, je sais pas moi, de skateboarders ou voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. De gens passionnés par la mer, par la montagne, etc. Donc voilà, ça c'est une communauté. Ce que beaucoup voient par communauté, c'est forcément par rapport aux origines. Alors oui, bien sûr, il faut pas dire que ça n'existe pas ou que c'est mal ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est un truc que j'entends souvent. C'est les gens antifa qui disent ouais mais le communautarisme c'est mal, il faut le vivre ensemble, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que ça marche pas comme ça. Tu peux pas prendre une personne qui vient d'un point A avec une personne qui vient d'un point B avec une personne qui vient d'un point C, qui parlent pas la même langue, qui n'ont pas été élevés de la même manière, qui n'ont pas la même éducation, la même culture, ne serait-ce que musicale ou alimentaire ou autre, hein. Même le rythme de vie. Par exemple, prenons quelqu'un qui vit dans le sud de la France avec quelqu'un qui vit dans le nord de la France. Déjà, je pense que rien que ça, déjà, ça ne marchera pas. Parce que ce ne sera pas le même alcool, ça ne sera pas la même bouffe. Le rythme de vie n'est pas le même, parce que dans le sud, on se couche plus tard. On se lève peut-être un peu plus tard, certes, mais on mange genre vers 8-9 heures. Dans le nord de la France, je pense que le repas, c'est plus vers 6-7 heures. Bon, déjà, rien que par rapport à ça, ça ne pourrait pas coller. Enfin voilà, déjà, rien que dans la France, en fait, il y a différentes communautés. Et on ne peut pas dire que la France, c'est une seule communauté. Alors bien sûr, enfin, oui et non. La France est une communauté, effectivement, mais dans cette France, il y a des régions, il y a des langues, il y a des départements, enfin des régions juste, parce que le département une région c'est un regroupement de départements, mais voilà, une région, il va y avoir une langue, une culture, et dans cette région-là, il va y avoir des villages qui eux-mêmes vont avoir leurs petites particularités, leurs fêtes culturelles, etc. Enfin voilà. Pour moi, le communautarisme, dans tous les cas, ce n'est pas une mauvaise chose. On a toujours vécu comme ça et c'est pas pour rien. C'est même limite un automatisme en fait. On va reprendre un exemple tout simple du collège. Voilà, le collège, j'adorais analyser ça. J'adore tout analyser, enfin, le comportement, etc. Tout ce qui est comportement social. Et prenons voilà, le collège, le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir l'appel, etc. Et après, les gens vont commencer de la même classe, les enfants vont commencer à se rencontrer entre eux. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse visuellement. Merci, parce qu'il y avait des oiseaux qui piaillaient. On va analyser les gens qui sont avec nous dans la classe et on va essayer de trouver des points communs. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dès que j'avais 12-13 ans, j'étais, on va dire, un skater. Voilà, j'avais les cheveux longs, les pantalons larges. Enfin voilà, bon, c'était l'adolescence, hein, c'est normal. Et qu'est-ce que les gens comme moi faisaient? On se regroupait entre skaters parce qu'on avait la même mentalité, la même culture.
voilà, à peu près la même culture musicale, sportive, etc. Et en fait, les autres faisaient pareil. Donc, il y avait le groupe des intellos, le groupe, je sais pas moi, ça peut être le groupe des cassos. Voilà, il y avait toujours plein de groupes comme ça, et personne ne pourra me dire que c'est pas vrai. Enfin, c'est dans toutes les classes comme ça, et c'est partout dans le monde. C'est parce que les gens se regroupent par communauté, tout simplement. Voilà, au niveau de l'apparence, au niveau des origines, au niveau de la culture musicale, etc. Donc c'est vraiment des choses super importantes, et c'est ce qui fait qu'on se sent déjà un peu mieux compris, qu'on se sent un peu mieux validé, qu'on arrive à partager des choses en commun, à créer des affinités. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, prenons l'exemple de cette classe et en parallèle du pays, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de prendre un skater avec un matheux, un cancre et je sais pas moi, et un qui passe ses journées sur les jeux vidéo par exemple. En fait, on essaie de prendre ces gens-là, de les mettre dans le même groupe, leur dire voilà, vous allez être amis, en fait vous n'avez pas le choix, vous allez passer un an de votre scolarité, il m'a fait peur, un an de votre scolarité ensemble, et vous allez être obligés de travailler ensemble, vous allez être obligés de vous supporter, vous allez être obligés de manger ensemble, de dormir ensemble. Enfin voilà, c'est pour exagérer un peu, mais c'est pour parler de tout ce qui va avec ça. Et grossièrement, voilà, on essaie de forcer des gens à vivre ensemble, alors que peut-être qu'ils n'en ont tout simplement pas l'envie. Ou alors parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être compatibles entre eux. C'est-à-dire que tout le monde a connu quelqu'un qui ne pouvait pas supporter. C'est-à-dire que même lui adresser la parole, c'était pas possible. Et moi le premier, il y a des gens que je ne pouvais pas supporter. Et ben voilà, c'est quelque chose c'est un comportement humain. Enfin, on ne peut pas aimer tout le monde. Et si on aimerait tout le monde, ça serait vraiment qu'il y aurait un souci. Pardon. Et justement, c'est ce qui se passe dans ce pays, c'est que on dit les cultures, les communautés, le communautarisme c'est mal, parce que X ou Y raison. Mais le pire, c'est que derrière, ces gens-là sont les premiers à protéger et soutenir certaines communautés contre X ou Y chose. Donc c'est vraiment contradictoire comme truc. C'est-à-dire que, en fait, certaines personnes doivent supporter les autres plutôt que de... Non, c'est un peu les deux. Par contre, d'autres peuvent rester entre eux. Il n'y a pas de souci, c'est même normal. C'est même prioritaire par rapport à d'autres. Et c'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que si je l'ai très bien compris, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins compris, du pourquoi, du comment, enfin bref, c'est pas non plus le sujet de la vidéo. Et donc c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment retourner, se rapprocher des gens qui ont qui font partie, qui ont des ressemblances avec vous. Donc ça peut être une ressemblance physique, ça peut être une ressemblance au niveau des origines, au niveau de la musique. Voilà, c'est super important de se retrouver dans des endroits, dans des moments ensemble, échanger sur des sujets qu'on a en commun. Et c'est tout l'intérêt et la force du communautarisme. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on essaye d'empêcher les Français à redevenir communautaires. C'est parce que c'est ce qui faisait en fait notre résilience. C'est ce qui fait la résilience d'un groupe en fait. C'est le fait d'avoir des points communs, d'être soudés, de se connaître, de se reconnaître même entre nous. Et c'est ce qui faisait notre force. Et en fait, aujourd'hui, on aimerait nous l'enlever pour nous soumettre à ce qui nous arrive actuellement dans la gueule. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut retourner vers ce communautarisme qui se fait en plus naturellement. C'est ça le pire, c'est que il suffit de regarder même dans des villes, qu'est-ce qui se passe? En fait, les communautés se regroupent par quartier. C'est pas comment dire,
c'est pas la mairie qui a dit alors à partir de telle rue ça va être le quartier des machins, dans ce quartier-là ça va être le quartier des bidules. Non, c'est juste que de base on a positionné des gens ici. Il y a eu un tri naturel qui s'est fait, c'est-à-dire que y a des gens qui sont venus se greffer à cet endroit-là parce qu'il y avait des gens en rapport avec leur communauté, leur culture qui habitaient déjà ici et qui voulaient s'en rapprocher parce qu'ils se sentaient moins seuls, mieux compris, mieux validés, mieux acceptés. Et il y en a d'autres qui sont partis parce qu'ils se sentaient pas chez eux, rejetés. Et là qu'on ne vienne pas encore me dire que c'est pas vrai. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que j'en ai marre des gens qui me cassent les couilles parce que je ne suis pas politiquement correct. Le souci, c'est que derrière, il y a aussi un vécu qui fait que je peux aujourd'hui dire ça. Donc la famille du côté de mon père, ou même des deux côtés en fait, donc surtout du côté de mon père, on va prendre cet exemple pour l'instant, juste après la guerre, il y a eu la reconstruction de la France. Et en fait, ma famille c'était une famille de pauvres, c'est-à-dire que mon grand-père lui bossait à la chaîne dans les usines Renault et voilà, il n'arrêtait pas, et ma grand-mère c'était une femme de ménage, enfin voilà, c'était une bonne. Et en fait, vu qu'ils n'avaient pas l'argent, ils ont fini dans des HLM. Je crois que c'était à Mantes-la-Jolie, en Normandie. Et puis avant ça, je crois, il y a un autre endroit. Apparemment, je ne connais pas exactement où c'était. Mais voilà, ils avaient atterri dans un espèce de HLM construit sur un ancien aéroport militaire. Et en fait, après la guerre, ou même, je crois que c'est juste entre la fin de la guerre et les années 60, il y a eu une vague d'immigration, surtout qu'il y a eu aussi la guerre d'Algérie qui fait qu'il y a aussi les harkis qui voulaient vivre plutôt à la française, qui sont venus également en France avec les pieds noirs, qui ont débarqué en France et qui se sont retrouvés justement dans ces HLM-là et qui étaient entassés les uns sur les autres. Donc il y avait tout le monde, là, qu'on ne me dise pas oui c'était que les Maghrébins, non, il y avait autant de Français que de Portugais, que d'Italiens, que de Gitans, que de Maghrébins, il y avait tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il suffit de regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un quartier français? Est-ce que c'est un quartier italien? Est-ce que c'est un quartier portugais? Est-ce que c'est un quartier je sais pas quoi? Non, c'est devenu un quartier maghrébin. Parce que certains ne se sentaient pas à leur place ici, parce que d'autres sont venus se greffer dans ces quartiers-là. Parce qu'ils ont besoin de rester entre eux au niveau de leur communauté. Pourquoi? Parce que à côté de ça, ils ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde en fait, tout simplement. Ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas les mêmes interactions sociales, ils n'ont pas... voilà, je dis pas que c'est mal, je suis pas en train de... Je dis pas que c'est ni bien ni mal, c'est juste... Là le but ça va être d'analyser. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Si on prend des grosses villes comme Paris, on a un quartier chinois, on a un quartier gitan, on a un quartier arabe, on a un quartier italien, on a un quartier, je sais pas moi. Voilà, on a vraiment de tout. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de se retrouver avec des personnes qui leur ressemblent pour se sentir à leur place, tout simplement. Vous mettez un Italien dans un quartier chinois, je suis sûr que dans les 2 mois qui vont suivre, il va faire une dépression. Et c'est pareil pour les autres. Vous prenez n'importe quel exemple, ça sera quasiment toujours pareil. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais voilà, dans la majorité des cas, ça se passe comme ça parce que c'est un comportement naturel. Comme si vous preniez, je sais pas moi, là, actuellement, je suis en ville. En ce moment, il y a énormément de mouettes. Et en fait, il y a une guerre entre les mouettes. Alors, je sais pas si c'est des goélands. Et justement, pourtant, visuellement, on se dit, bon, c'est des oiseaux, ils mangent relativement la même chose. Ils ont relativement la même taille. Et en fait, non. Même entre eux, il y a du communautarisme. On verra très rarement des mouettes avec des goélands, des mouettes avec des pigeons. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes rythmes de vie, elles n'ont pas les mêmes origines, elles n'ont pas la même nutrition, elles n'ont pas le même rythme. Et pourtant, ça ne les empêche pas de vivre sur la même ville, le même secteur. C'est juste qu'entre elles ont besoin de se retrouver qu'entre elles.
parce qu'elles se sentent bien comme ça. Et bien le communautarisme, c'est exactement ça. Voilà, donc il n'y a rien de mal à ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement chez tous les êtres vivants. Et on est des êtres vivants, on est des animaux, et c'est un comportement tout à fait naturel de le faire. Et c'est ce qui fait que peut-être qu'on arrivera beaucoup plus à être résilient. Oui, c'est même sûr, hein, il suffit de regarder les autres communautés pour voir qu'ils sont énormément résilients. Et là, j'aimerais prendre un exemple justement du quartier dans lequel je vis. Parce que je voulais en parler tout à l'heure, j'en ai parlé vite fait dans la vidéo de la résilience commerciale. Mais je voulais pas non plus vous spoiler sur ce que j'allais dire dans cette vidéo-là. Donc là, ça fait à peu près, on va dire, 1 an que je vis très proche d'un quartier maghrébin. Et ça m'a permis de voir vraiment leur fonctionnement et leur niveau d'autonomie, leur niveau de résilience. Et c'est super, en vrai, c'est super intéressant de voir comment ils fonctionnent. En fait, imaginez vraiment que en fait, le quartier maghrébin, ou le quartier X, ou Y truc, mais c'est vrai que les Maghrébins sont énormément résilients. Je pense que c'est dû au fait que vu qu'ils viennent d'Afrique du Nord de base, c'est des milieux assez, on va dire, hostiles dans lesquels il faut être quand même résilient. Il y a très peu d'eau, selon les secteurs, l'eau courante n'existe pas forcément. L'électricité, les plaques électriques, tout ça, faut oublier. Donc eux, ils se chauffent qu'au gaz, panneaux solaires, etc. Justement, encore une fois, je renvoie vers la vidéo de Vic, je crois que c'était au Sénégal, qui justement était parti pour voir aussi comment est-ce que... Enfin non, je crois que c'était par rapport à son travail, mais ça lui a permis également de voir le niveau de résilience de ces gens-là. Et en fait, dans le quartier arabe dans lequel je vis, en fait, il faut vraiment s'imaginer que c'est une ville dans la ville. C'est-à-dire que au niveau du quartier, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans une ville normale. C'est-à-dire qu'on a le vendeur de fruits et légumes, le petit supermarché, le magasin de nuit, le réparateur de téléphone, d'ordinateur, on a même des traducteurs, on a un cybercafé, on a une papeterie, on a des boulangeries, on a plein de petits magasins qui vendent des petits produits bien précis. Je crois que j'en oublie, sûrement. Après voilà, il y a les petits snacks, ça il y en a partout. Les snacks, enfin voilà. On va vraiment retrouver de tout en fait chez eux. C'est-à-dire que sans sortir de son quartier, on peut en fait vivre tout, comme si on allait faire les courses dans tous les magasins de la ville, séparément. Donc on a des petites foires fouilles, enfin on a tout. On a vraiment tout, une poste, vraiment tout. Et quasiment tout ça, c'est géré que par des Maghrébins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre eux, ils se soutiennent. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, Jean-Mohamed qui veut ouvrir son petit tabac, son petit supermarché, voilà, il va en parler à sa famille, il va dire voilà, j'ai besoin de 300 000 € pour faire mon magasin. Et d'ailleurs, les juifs, pareil, ils ont un niveau de résilience aussi encore vachement important. Enfin bon, j'ai pas envie de faire le mélange entre juifs et arabes, c'est pas le but du tout de la vidéo. Mais voilà. Donc en gros, au niveau de la famille, ils vont peut-être, ou même des amis, vont dire ok, moi écoute, je crois en ton projet, et je vais donner 5 000 €, 3 000 €, 1 000 €, 500 €, on s'en fout, dans la cagnotte pour ouvrir ton magasin. Parce qu'ils savent qu'après, indirectement, derrière, ça va leur permettre d'accroître leur niveau de résilience. C'est-à-dire que si un jour il y a le moindre souci, il y a le moindre conflit avec une communauté ou autre, ils savent que il y aura toujours un petit magasin dans le quartier qui pourra leur fournir de la nourriture, des matières premières, de ce qu'ils veulent. Et donc, comme ça, au niveau de la communauté, ils vont monter des petites cagnottes pour financer un petit projet. Et en fait, vu qu'ils travaillent, peut-être pas tous, mais vu qu'il y en a qui travaillent, dans tous les cas ils gagnent de l'argent, ils disent voilà, sur ce que je vais gagner,
il va y avoir tant d'euros qui vont être réinjectés dans le supermarché parce que je vais aller faire mes courses là-bas. Et en fait, ils s'autofinancent comme ça. Donc il faut arrêter de vraiment rester dans le... Comment dire merde, comment dire ça? Il faut arrêter d'être radin et ne penser qu'à soi en fait. Il faut se dire que derrière, ça va vous permettre à vous d'accroître votre niveau de résilience. Donc c'est-à-dire que voilà, il va s'autofinancer. Il va sortir de l'argent de sa poche, il va le foutre dans le magasin en achetant des trucs. Et cet argent-là va justement permettre de rembourser l'avance qu'on lui a fait par exemple. Et à côté de ça, après le magasin va gagner de l'argent une fois que le prêt sera remboursé par, c'est surtout les autres. Le but c'est quand même de faire venir d'autres personnes qui vont injecter leur argent dans l'entreprise. Mais après voilà, rien nous empêche aussi de le soutenir en mettant notre propre argent pour aller faire nos courses là-bas. Et en fait cet argent-là, une fois qu'il va être remboursé, le magasin, on sait qu'il sera rentable pour la communauté. C'est-à-dire que après ça, peut-être que chacun va toucher un petit bac chiche. Alors je sais pas moi. Imaginons que le magasin fait un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. En vrai c'est rien ce genre de magasin. Encore une fois, tout est relatif. Donc si vous ne comprenez pas trop, allez voir la vidéo sur la résilience commerciale, vous comprendrez mieux. Et peut-être que tous les mois, sur les 10 000 €, chacun va peut-être toucher 100 €, 200 €. Et au final, c'est un retour sur investissement. Et en plus de ça, ça fait vivre la communauté. Ça permet à tous les gens de cette culture de retrouver leurs petits produits qu'ils n'ont pas forcément dans les grands supermarchés de France et de continuer à manger ce qu'ils mangent chez eux, à retrouver les mêmes produits et en plus de ça, rendre en plus de eux la communauté résiliente face à d'autres communautés ou à plein d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à analyser et vraiment allez faire un tour dans un magasin asiatique, surtout les Chinois, ils sont vraiment très forts là-dedans. Allez visiter par exemple le quartier chinois à Paris ou des quartiers maghrébins dans les grosses villes et vous verrez le niveau de résilience qu'ils ont, c'est impressionnant. Et si on va dans les magasins, en fait c'est que des stocks en fait. On a vraiment l'impression d'être dans un stock de preppers quoi. Mais parce que eux c'est tout à fait normal, ça fait partie de leur manière de vivre parce qu'au bled en fait ils peuvent peut-être pas aller chercher la semoule tous les jours. Donc ils font des stocks de 10, 20, 30 kg de semoule à la maison et ils savent que s'il y a un coup dur, c'est pas grave, ils ont 30 kg de semoule à bouffer et ils mourront pas de faim. Et à côté de ça, nous qu'est-ce qu'on fait ? On va faire les courses toute la semaine au gros supermarché, on laisse crever nos petits magasins et en plus de ça on n'a pas de stock. Donc, et le jour où on aura besoin de tel ou tel produit, il n'y aura personne dans notre communauté parce qu'on n'en aura même pas, qui nous connaîtra déjà et qui pourra nous fournir des produits. Donc voilà, d'où l'intérêt en fait du communautarisme et de la résilience au niveau du commerce, parce que en plus de faire vivre de résister face à la mondialisation, face à la suppression de toutes les cultures, ça va vous permettre déjà de la sauvegarder, de sauvegarder aussi les langues, des produits, des coutumes, des traditions, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus résilient face à la mondialisation, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une mondialisation. Donc c'est-à-dire qu'on uniformise tout, on supprime toutes les autres langues, toutes les sous-langues, comme on peut appeler ça, alors que ce sont des langues à part entière. Et c'est ce qui fait justement l'identité de chaque culture, de chaque région, et ce qui fait sa beauté. Voilà. Beaucoup de gens parlent de multiculturalisme, mais veulent supprimer le communautarisme et veulent supprimer les petites cultures régionales par X ou Y moyen. Et ces gens-là sont complètement contradictoires. Non, le vrai multiculturalisme, c'est le communautarisme, c'est tout. Moi, si je vais dans un quartier maghrébin, c'est pour voir des vrais magasins qui vendent de vrais produits du Maghreb. C'est pas pour avoir des vendeurs de kebab partout. Si je vais dans un quartier chinois, c'est pas pour avoir des vendeurs d'iPhone partout. C'est pas pour avoir des vendeurs de Baofeng partout. Non, c'est pour avoir des magasins qui vendent des vrais produits traditionnels chinois
avec un goût peut-être dégueulasse. Les mecs parleront qu'en chinois, mais c'est pour ça que je vais dans un quartier chinois. Voilà, ça c'est le vrai multiculturalisme. Et votre culture, la nôtre en fait, en fait partie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les autres, c'est bien, mais je pense qu'il faut d'abord voir pour nous avant de voir pour les autres. Je pense que le pays est quand même assez en train de se dégringoler, assez en train de se casser la gueule. Et je pense qu'il est vraiment temps que les Français se réveillent, deviennent résilients, se recréent des communautés, se recommunautarisent, se resociabilisent et arrêtent d'acheter sur les grandes plateformes étrangères, chinoises, américaines et toutes ces conneries. Voilà. Allez, c'est tout pour mon discours politiquement incorrect et je vous dis à une prochaine. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si... oula, putain, je suis en train de me faire arroser la tronche. Dites-moi comment vous voyez les choses, si vous avez d'autres exemples de d'autres cultures, d'autres fonctionnements, c'est toujours intéressant d'avoir des infos. Allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous.